Bonjour et bienvenue pour le 20e épisode du podcast En Lien. Nous sommes mardi. L'épisode était censé sortir hier. Si vous m'avez suivi en story vendredi dernier, j'étais chez le coiffeur. J'avais dit que l'après-midi même, j'allais enregistrer le 20e épisode et une chose et l'autre, je m'y suis jamais mise. Impossible de caser ça ce week-end. Voilà, c'est le week-end fête des mères. Enfin, voilà, on avait tout un tas de choses déjà prévues. Je me suis dit, allez, hier, lundi, fais-le, pose-toi, prends, allez, 20 minutes, c'est pas grave si t'as pas beaucoup de temps, mets-toi à l'enregistrement de l'épisode et j'ai jamais pu caser ça. Donc je m'y mets là maintenant. C'était un épisode en plus que je vous avais proposé en sondage, en tout cas je vous en avais parlé en story. J'avais montré un matin mon assiette du petit-déj où on voyait des œufs brouillés, un peu de verdure et qu'est-ce qu'il y avait, une tartine avec du fromage et j'avais dit que j'avais un petit peu changé mes habitudes depuis que je suis entrée dans la quarantaine. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous parle de ces nouvelles habitudes et vous m'avez répondu un grand oui. Alors ça m'étonne pas parce que je sais qu'on est beaucoup de mamans ici. Alors je suis désolée pour les papas, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à écouter avec vos compagnes, à même écouter seul. Je reviendrai sur des sujets plus couple et aussi papa dans la saison prochaine, donc là, à partir de septembre prochain. Parce que j'envisage d'enregistrer un épisode avec mon mari, à qui j'ai vendu le truc. Voilà, il est pas trop réseaux sociaux, et mais je lui ai dit que j'avais très envie d'enregistrer un épisode avec lui parce qu'il y a plein de choses, je pense, qui peuvent résonner chez vous dans le cheminement qu'il a pu avoir et même dans le cheminement de notre couple et de notre façon d'être parents à deux, et qui, je pense, pourront vous donner des clés. Bref, allez, voilà, je commence déjà à partir dans tous les sens. J'en reviens à mes moutons. Donc je disais que ce sera un épisode plutôt axé pour les mamans et les mamans autour de la quarantaine. Je sais qu'on est nombreuses ici à être autour des 40 ans et même à avoir un peu dépassé les 40 ans. Et la quarantaine, c'est une nouvelle tranche de vie. On entend beaucoup de femmes dire moi je me suis jamais sentie aussi bien qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, etc. Un peu comme si plus on vieillissait, plus on se sentait bien. Et pour autant, vieillir, ça peut faire peur quand même, mais ça peut être challengeant. Voilà, il y a notre corps qui change, notre visage qui change, nos enfants grandissent. Voilà. Personnellement, moi, je me sens vraiment bien actuellement, et je pense en effet que j'ai jamais été aussi confiante, aussi bien dans ma peau, aussi même en forme physiquement et mentalement. Et je pense que c'est lié à plein de choses que je mets en place depuis des années, mais je prends conscience de à quel point c'est important de continuer et d'accentuer certaines habitudes pour bien vieillir, pour me sentir bien. Bien vieillir, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à faire toutes les activités que j'aime faire le plus longtemps possible et même en rajouter. Là, si je vais plus loin, je me projette déjà en tant que grand-mère à pouvoir balader mes petits-enfants, les porter, être en forme, être hyper mobile, me sentir bien, voyager, profiter de la vie. J'ai envie de me dire que tout ce que je bâtis aujourd'hui, tout ce que je mets en place aujourd'hui, ça va me permettre de me sentir bien tout au long de ma vie. Et pour moi, bien vieillir, c'est pas forcément l'aspect esthétique, l'aspect physique. C'est la robustesse de mon corps, être en bonne santé mentale et physique. Il y a 2-3 points que j'ai envie de partager avec vous. Et vous me direz si ça résonne, si c'est des choses que vous mettez déjà en place. Et je précise quand même que je ne suis pas médecin. Voilà, là je vous partage, comme je partagerai avec mes copines, mes observations personnelles et ce qui me fait du bien. C'est à adapter de manière individuelle. Nous sommes toutes différentes. On n'a pas toutes le même mode de vie, on n'a pas toutes les mêmes contraintes, on n'a pas toutes la même génétique. Donc voilà, vous pourrez prendre ce qui vous parle et compléter avec ce qui fait partie de votre quotidien à vous. Et j'espère que vous me partagerez les game changer de votre vie de quarantenaire dans les commentaires. Donc vous pouvez me les mettre sur Instagram en MP et je les partagerai en story pour que chacune puisse piocher ce qui lui parle et ce qu'elle a envie d'essayer pour bien vieillir. Le premier point, je pense, qui est une révélation, c'est les protéines. Alors, je fais partie des petites mangeuses de protéines. Je suis pas végétarienne, pas végétalienne. Voilà, je mange de la viande, je mange toute source de protéines. En revanche, je suis pas une grande amatrice de viande. J'aime la bonne viande, j'aime un bon steak, un bon filet de bœuf. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un mari qui adore cuisiner et qui nous dégote toujours des super produits. Donc, je me régale toujours quand il fait des bonnes pièces de viande.
Mais c'est vrai qu'au quotidien, bon, c'est pas déjà tous les jours qu'il a le temps de faire ça. Souvent, c'est le week-end quand on reçoit ou autre. Mais au quotidien, je suis pas attirée par la viande. C'est pas quelque chose qui me plaît au palais. Je suis pas une viandarde comme on dit, et ça a toujours été le cas parce que quand j'étais petite, je me rappelle ma mère galérait pour me faire manger de la viande. Quand elle faisait des steaks, il fallait qu'ils soient toujours cuits semelles parce que sinon je supportais pas de voir la petite goutte de sang. Enfin voilà, j'étais assez pas attirée par la viande. Et donc c'est depuis toujours, en réalité, j'allais dire ces dernières années, mais non, mais depuis toujours, je ne mange pas assez de protéines. Alors, je sais bien qu'il y a des protéines végétales. C'est vrai que je mange quand même assez varié, donc je mangeais régulièrement des protéines végétales, des lentilles, des pois chiches, mais ça n'a pas la même valeur nutritionnelle que des protéines animales déjà. Et en réalité, j'en mangeais pas assez. Ce qui fait que j'avais toujours ces petites fringales. Vous voyez, moi, je prenais mon petit déjeuner vers 7 heures du matin. Et déjà à partir de 10h, 10h30, j'avais envie de manger, j'avais faim. Alors, ce que je fais, puisque maintenant ça fait des années que je travaille de chez moi, ça fait 8 ans je crois maintenant, c'est que quand j'avais faim, je mangeais. Si j'avais faim à 10h30, je me faisais mon plat du midi à 10h30, je m'empêchais pas de manger. Ce qui fait qu'en fait, j'ai toujours mangé plus ou moins équilibré, mais j'arrivais pas comme ça à avoir une satiété assez longue pour manger toutes les 4 heures comme toute personne normalement constituée, je crois. Et moi, je me suis toujours dit que c'est comme ça. Je fais des chutes de tension, je fais des chutes d'énergie, j'ai besoin de manger régulièrement. Et depuis des années, dès que je sors de chez moi, en fait, j'ai toujours une petite boîte avec des fruits secs à l'intérieur pour, en cas de fringale, en cas de petite chute de tension, comme ça, avoir quelque chose à grignoter sous la main et pas me sentir mal. Pour moi, c'était comme ça, anatomique, je sais pas, biologique, génétique. Je me posais pas la question plus loin que ça. Et ça fait des années quand même que j'ai changé mon petit déjeuner. Il y a 8 ans, mon mari avait consulté une micronutritionniste, docteur en pharmacie. Je vous la donne, je vous la cite si vous voulez, elle est sur Instagram. On la consulte plus aujourd'hui, mais franchement, elle est très calée et je pense qu'elle a de très bons tuyaux. C'est le docteur Anne Lucas. Donc, il avait fait un petit bilan avec elle. Elle lui avait fait des recommandations pour avoir une alimentation plus équilibrée, plus variée. Donc, comme il s'était mis à manger comme ça, moi j'avais suivi, j'avais commencé à modifier les petits déjeuners, les miens, ceux des enfants, et on était passé de, vous savez, les petits gâteaux, comment ça s'appelle déjà? Les biscuits pour le petit déj, je me rappelle plus le nom. Les Belvita. Comme j'ai toujours quand même été un peu contrôle fric sur la bouffe pour mes enfants, j'ai jamais acheté de céréales, voilà, les céréales du petit déjeuner. C'est pas quelque chose que j'ai acheté pour mes enfants. Je pensais que les Belvita c'était mieux parce que je regardais premier ingrédient farine. Bon, il y a moins de sucre. Je me disais c'est plus équilibré que de leur donner des miel pops ou des smacks. Et en fait, donc en parlant avec cette micronutritionniste, elle nous avait fait complètement changer. On était passé à des tartines de petites épeautres avec du beurre, du chèvre, voilà, une source de protéines en réalité. Et donc ça fait des années, moi, que je mange 2 tartines au petit-déj avec du chèvre dessus, même du beurre. Je mettais beurre chèvre. C'était chouette parce que c'était pas sucré et ça me tenait quand même un petit peu plus au corps que manger des Belvita le matin. Pour autant, j'avais quand même ces fringales. Et là, ça doit faire, je pense, 2 mois que j'ai augmenté mes protéines au petit déjeuner. Donc je me fais 2 œufs actuellement. Alors je les fais brouiller parce que je suis pas fan des œufs au plat, à part avec plein de pain. Mais voilà, l'idée c'est pas de rajouter plein de pain non plus. Une source de fibres. Donc ce que j'ai sous la main, si j'ai de la mâche, je mets de la mâche. Si j'ai 3 brins de salade, si j'ai une tomate, des cornichons, j'en sais rien. Je choisis une source de fibres facile que j'ai dans mon frigo. Là ce matin par exemple, c'était des ananas déjà précoupés que j'achète chez Grand Frais. Grand Frais, notre meilleur ami en ce moment. Et ces derniers temps, on a acheté pas mal les ananas précoupés. Et qu'est-ce que j'achète aussi? Les myrtilles qui sont très bonnes. On a pris des framboises de temps en temps, des fraises. Bon, tout ça, ça coûte un rein, donc on essaye quand même de les faire durer un petit peu. Voilà, donc ce que j'ai sous la main comme source de fibres, je prends. L'idée, c'est d'avoir un apport en fibres aussi avec mes protéines.
Et je complète avec une tartine, donc une tartine de pain complet, petite époque. Nous, c'est très facile parce qu'on a une Biocoop juste en bas de chez nous et ils ont un rayon, ils ont une devanture boulangerie, donc il y a tous les petits boulangers là du secteur de Marseille qui leur font la livraison de pain frais. Et donc, une fois par semaine, je vais acheter 5 ou 6 pains qu'on fait trancher et que je congèle. Et le matin, on n'a plus qu'à les faire griller au grille-pain. Et là, ce que je faisais, c'est que je mettais du chèvre. Donc, au lieu de me faire 2 tartines de chèvre, 2 œufs, une source de fibres et une tartine de chèvre. Et là, depuis 1 ou 2 semaines, j'ai essayé le cottage cheese. Je pense que vous en avez entendu parler. Et si vous en avez pas entendu parler, il y a eu une grosse pénurie parce qu'apparemment, c'est devenu hyper en vogue sur les réseaux sociaux. Je connaissais pas du tout. Moi, j'ai entendu ça aussi sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, je veux pas mourir con. Je veux goûter. Et c'est pas ouf. Hein. C'est un genre de fromage blanc un peu sous forme de lait caillé. Alors, je sais pas si j'ai les bons termes, mais salé. C'est ni bon ni mauvais. C'est neutre, on va dire. Je préfère mon bon chèvre. Soit le chèvre frais, soit un chèvre un peu coulant. Je me régale. Et c'est passé déjà du sucré au salé. J'ai commencé quand j'allais accoucher de mon fils, je crois. Et donc mes filles avant ça, donc qui avaient 4 ans et demi et 8 ans, ont mangé depuis leur naissance des Belvita ou des trucs sucrés au petit-déj. Et un peu du jour au lendemain, moi j'étais un peu sans transition à l'époque, j'étais pas très à l'écoute de ce qu'elles voulaient ou ce qu'elles voulaient pas, c'est moi qui imposais et puis voilà, elles obéissaient entre guillemets et on est passé aux tartines. Par chance, mes filles ont toujours aimé le fromage, donc on est passé directement au salé et puis on n'a plus jamais arrêté. Ce que je faisais quand même à l'époque, et pas que à l'époque, on continue à faire ça, c'est que le mercredi, comme ils n'avaient pas école et qu'ils n'allaient pas au centre arrêt ou autre, au lieu de mettre du beurre ou du chèvre sur la tartine, c'était genre ce qu'ils voulaient, quoi, confiture, pâte à tartiner, voilà, autre chose de sucré. En fait, moi, l'idée, c'était que une fois que j'avais compris que de manger sucré le matin, ça provoquait un pic d'insuline et ça leur faisait avoir dans la matinée un coup de mou, des fringales, etc. Je me suis dit, il faut arrêter ça, vraiment en mode binaire. Hein. J'ai eu l'info, j'ai complètement arrêté et donc je voulais plus qu'ils aillent à l'école en mangeant du sucre le matin. En tout cas que du sucre, parce qu'il y avait quand même du lait avec du banania. Nous, ici, on est team banania. Je sais qu'il y a des familles chez qui c'est team Nesquik ou d'autres chocolats. Quand j'étais petite, moi, c'était Nesquik et chez mon mari, c'était banania. Et puis, c'est banania qui l'a emporté dans notre famille. Donc, il prenait quand même ce lait avec le banania. Mais par contre, des tartines avec quelque chose de salé et on rajoutait pas encore du sucre. Et donc le mercredi et le week-end, c'était ok. Comme ils étaient à la maison, que s'il y avait besoin de se prendre un petit encas à un moment donné dans la matinée, ou voilà, ils étaient pas loin du foyer, loin de nous. J'ai été ok pour qu'ils mangent sucré sur leur tartine, bien sûr. Plus de Belvita par contre. Et donc en fait, ils se sont habitués assez vite. Et j'avoue que je leur ai pas trop laissé le choix. Et aujourd'hui, c'est ancré. Le matin, c'est petit déjeuner salé. Et maintenant, je vois tellement la différence pour moi là depuis 1 ou 2 mois avec les protéines que je prends le matin que je pense que je ne pourrais plus me passer d'avoir autant de protéines dans mon petit déjeuner. Les différences que je vois, c'est déjà que je tiens, mais au niveau satiété, de 7h à midi sans problème. J'ai plus de coups de barre du tout. Et un truc de fou aussi depuis que je mange beaucoup plus de protéines. Ça, pareil, je suis pas médecin, donc je sais pas. C'est ce que j'ai observé chez moi. Peut-être que ça n'a pas de rapport, mais bon, je pense quand même que ça a un petit rapport. C'est au niveau des cheveux. Ça fait des années que je perds mes cheveux, mais par poignée. C'est-à-dire que là, j'avais des baby hair démesurés. J'avais plus de baby hair devant que de cheveux longs. J'ai pas de problème de densité au niveau chevelure. Donc, je serai jamais chauve, je pense. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment génétique. Mais à chaque lavage de cheveux, je perdais mes cheveux, mais par poignée, à tel point que ça me faisait quand même peur. Mais bon, je me suis dit, c'est comme ça, à partir d'un certain moment, on perd ses cheveux, et puis c'est pas grave, de toute façon, j'en ai encore beaucoup, c'est pas très grave. Mais depuis que je mange des protéines, je ne perds plus mes cheveux. C'est un truc de fou, ça, c'est un truc de malade. Et autre amélioration depuis que je mange beaucoup plus de protéines, parce que j'en mange plus, du coup,
au petit-déj, mais j'essaye d'en manger plus à tous les repas. C'est-à-dire qu'à midi, je fais attention d'avoir des portions où il y a assez de protéines. À 4 heures, j'ai toujours pris un goûter, voilà. Mais avant, j'avais tendance à prendre un goûter, je saurais même pas vous dire, mais en tout cas pas du tout protéiné. Bah là, maintenant, je fais attention de prendre, je sais pas, un fromage blanc ou j'allais dire un skyr, pas du tout, j'aime pas ça, mais un yaourt à la grecque, des noix, voilà. J'essaye de me faire un goûter gourmand mais protéiné. Et le soir aussi, erreur que je faisais, je sais pas pourquoi j'étais restée bloquée sur les conseils du pédiatre de quand mes enfants étaient petits. Pas de protéines le soir. Je parle de protéines animales et j'en ai parlé avec une copine qui est nutritionniste. Anaïs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Euh, Elle m'a dit, mais pourquoi tu manges pas de protéines le soir en fait? Et je me suis posé la question, je dis, mais en fait, c'est ce qu'on m'avait recommandé à l'époque. Mais quand les enfants sont très petits, évidemment, il faut faire attention aux protéines apparemment pour les reins, etc. Encore une fois, allez vérifier, je ne suis pas médecin. Mais après, il n'y a pas de problème pour les protéines. Donc, on a réintégré des protéines et tout se passe très bien. Et ce que ça produit, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie. Je cours 2 fois par semaine. Ça fait 10 ans que je fais 2 sorties par semaine en colline. Donc c'est quand même, voilà, il y a du dénivelé, c'est quand même assez intense. Et depuis que je mange assez de protéines par rapport à ma corpulence, je suis une bombe d'énergie. C'est le jour et la nuit. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faudrait 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc si vous faites 60 kilos, il faudrait que dans la journée, vous mangiez 60 grammes de protéines. Et 60 grammes de protéines, c'est les protéines contenues dans la source de protéines que vous avez mangé. Si vous mangez un steak de 100 grammes, il n'y a pas 100 grammes de protéines dans un steak de 100 grammes. Bon, ça, je vous laisse aller creuser. D'ailleurs, qui je pourrais vous conseiller pour avoir les bonnes infos? Là, je pense au docteur Anne Lucas qui est très bien. J'ai confiance en elle. C'est vachement à la mode tous ces sujets-là et je pense qu'il y a un peu à boire et à manger et que comme il y a de l'argent à se faire sur le dos des gens qui veulent être en bonne, qui veulent être en bonne santé, il faut quand même se méfier. Moi, j'ai un schéma méfiance-abus, voilà, donc je suis très méfiante envers tous ces trucs-là qui sont à la mode. Elle, je peux vous le dire, la première fois qu'on l'a consultée, c'était il y a 8 ans. Ça n'était pas du tout à la mode, personne n'en parlait et elle est spécialisée, enfin elle a passé je sais pas combien de DU, elle est experte dans son domaine et je pense vraiment qu'elle fait pas ça pour l'argent. Enfin évidemment, on travaille tous pour gagner de l'argent, mais son leitmotiv, c'est pas se faire de l'argent sur le dos des gens. Elle est passionnée par le sujet. Moi, je me suis réabonnée à son compte il y a pas très longtemps parce que je m'étais abonnée au compte d'une autre docteure, d'une autre médecin que je trouvais chouette au début. Mais je donnerai pas son nom du coup ici. Mais il y a un truc qui me titille dans sa façon de faire. Je pense que c'est une médecin générale qui s'est spécialisée dans l'esthétique et dans la nutrition. Enfin, je saurais pas vous dire exactement, mais je sais pas, il y a un truc qui me rebute un peu. J'ai mon schéma méfiance là qui s'active, et donc je me dis que je vais pas la recommander. Et voilà, le docteur Anne Lucas, du coup, de fil en aiguille, je me suis réabonnée à son compte récemment. Donc, j'ai pas trop regardé les contenus, mais elle a pas changé, quoi. Elle est toujours aussi passionnée. Le peu que j'ai vu, ça reste exactement dans ce qu'elle faisait il y a 8 ans. Il y a pas, voilà, elle a pas les crocs là qui sortent comme ça parce que ça devient à la mode. Donc, on va basculer sur le deuxième point que je vous conseillerais si vous êtes autour de la quarantaine, c'est de vous renseigner sur la périménopause et la ménopause. Et comme c'est un sujet qui devient assez, alors j'allais dire à la mode, c'est pas que c'est à la mode, c'est que les femmes se préoccupent maintenant de plus en plus de leur santé et il y a beaucoup plus de médias qui mettent au centre la santé des femmes, ce qui est très très bien, mais je pense qu'il y a aussi la place pour les personnes qui veulent se faire de l'argent en faisant peur entre guillemets ou en voulant complémenter à tout prix ou vendre X ou Y compléments alimentaires ou trucs naturels, ou enfin bref, c'est un gros business aussi. Et il y a un podcast que j'ai envie de vous recommander parce que j'aime beaucoup la journaliste. Déjà, c'est une journaliste qui est l'intervieweur et quand elle a des invités qui vont prêcher pour leur paroisse, parce que tout le monde est convaincu qu'il a la vérité,
elle arrive à mettre un petit peu le doigt là où ça pique, là où ça fait mal et à parfois les confronter dans leurs contradictions. Et du coup, je trouve que c'est assez chouette parce qu'on arrive un petit peu à se faire son idée, à démêler le vrai du faux. Alors bien sûr, les invités qu'elle a à son micro sont des personnes, je pense, qu'elle a choisies avec lesquelles elle partage des valeurs communes. Mais quand il y a des petits points d'accroche, elle n'hésite pas à les piquer et ça j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est important de développer notre esprit critique et avec tout l'afflux d'informations qui est génial, hein, même sur le coaching parental, hein, je me mets dans l'eau, voilà, on entend tout et n'importe quoi et après c'est difficile de faire son tri et donc j'aime bien sa ligne éditoriale. Donc je vous le conseille, c'est le podcast Chaud dedans. J'en reviens juste 2 secondes sur les protéines parce que c'est tellement game changer pour moi que il faut que je vous parle de ça encore. Peut-être que vous en mangez déjà des protéines et que vous n'aviez pas du tout de carence entre guillemets. Le mot carence c'est pas approprié, mais en tout cas que vous consommiez assez de protéines par rapport à votre corpulence. Mais si vous ne le faites pas, penchez-vous sur la question et voyez la différence, le avant-après, je pense qu'il est juste énorme. Et en plus de ce que j'ai compris, c'est qu'en vieillissant, c'est hyper important d'être encore plus alerte sur cette quantité de protéines qu'on va ingérer au quotidien, parce que en vieillissant, on a tendance à avoir la masse musculaire, notre masse musculaire qui fond plus facilement et la masse graisseuse qui prend plus de place. Et donc, en fait, si on ne nourrit pas notre muscle, si on lui donne pas de la protéine, ben, on se retrouve à plus avoir de force. Et justement, j'en reviens au point du début. Pour moi, bien vieillir, c'est être en forme, avoir une posture forte, se sentir bien, se sentir mobile. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. Et c'est ce que j'observe dans mon entourage, notamment ma petite maman que j'aime de tout mon cœur, mais qui, force est de constater, n'a pas été informée à l'époque sur tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le fait de travailler sa mobilité, de se muscler, de manger suffisamment de protéines, etc. Mais on se retrouve en vieillissant en étant faible en fait, faible alors on a toute sa tête, on est complètement alerte et qu'on va très bien et qu'on aimerait faire 1000 choses. Et en réalité, on est empêché par notre corps qui ne suit pas. Et je pense vraiment que sans avoir de problème de santé spécifiques, hein, voilà, c'est encore autre chose quand il y a des gros problèmes de santé, etc. Mais simplement parce qu'on ne se nourrit pas bien, parce on n'a pas pris en compte le fait que la mobilité, mettre du mouvement dans sa vie, etc. Ben, c'était important. On peut se retrouver à déprimer parce qu'on se sent empêché. Et je le vois aussi, c'est chez des personnes de mon entourage qui n'ont pas 80 ans ou 70 ans, hein, même des personnes de 55 ans, 60 ans, 65 ans. On n'est pas vieux à 50 ans, on n'est pas vieux à 55 ans. Pour autant, si on ne switche pas, si on ne prend pas conscience que prendre soin de notre corps qui va nous porter jusqu'à la fin de nos jours, ben, c'est la clé pour bien vieillir, eh ben, on va à un moment donné se retrouver coincé et se dire ben, j'ai plein de douleurs, j'arrive plus à bouger, je peux plus me relever, je me lève, j'ai mal à la hanche, j'ai mal à l'épaule et je re-switch sur le podcast sur la ménopause et la périménopause. Je vais dans tous les sens, je suis désolée. Mais pourquoi je trouve ça important aussi de s'informer sur ces sujets-là? Pour moi, la ménopause, c'était à l'âge de 50-55 ans. Et en réalité, j'ai appris que on commençait à avoir des symptômes à la périménopause, genre à partir de 42 ans en moyenne. J'ai 42 ans et je peux vous dire que si j'avais pas entendu ces épisodes, si je m'étais pas tenue informée, j'aurais pas compris ce qui se passe pour moi. Il y a des petits changements comme ça qui arrivent tout doucement, avoir un peu plus chaud. Moi, je suis quelqu'un de très frileux au départ. Là, très régulièrement, je me dis, purée, cet hiver, j'ai pas eu froid une seule fois quasiment. Ben, ouais, c'est peut-être un petit symptôme. Parfois un peu de brouillard mental, chercher ses mots. Il y a un moment où je me suis dit, purée, mais j'ai plus de vocabulaire, j'arrive plus à trouver mes mots. Ben ouais, c'est un petit symptôme aussi de la périménopause. Parfois un peu d'irritabilité. Et ça, je l'ai découvert grâce au podcast. J'étais persuadée que c'était beaucoup plus tard. Et si j'avais pas compris ces choses-là, je pense que j'aurais pu avoir une petite phase de déprime, en tout cas de plus me comprendre en fait. Je fais plein de choses, je pense à moi, j'ai mis plein de trucs en place et ça va quand même pas. En fait, c'est qu'il y a des changements dans ton corps, il y a des changements hormonaux, il y a plein de trucs qui se passent et c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Et ce que je trouve génial aussi avec ce podcast, je pense qu'il y en a d'autres. Moi, je suis convaincue par ce podcast-là parce que c'est le premier que j'ai découvert. Je l'écoute depuis qu'il est sorti quasiment, voilà, je sais pas, je crois qu'il est sorti il y a 1 ou 2 ans, même 3 ans peut-être.
Donc j'avais même pas encore 40 ans. Et je trouve qu'il dédramatise beaucoup cette période de la vie des femmes. Ça nous donne des armes et je trouve que ça permet de pas appréhender et de pas diaboliser cette période-là. Toutes les femmes et tous les spécialistes qui sont à interviewer en parlent de manière très positive avec des changements pour lesquels il y a des solutions. Et je pense que plus on est informé, plus on comprend comment ça se passe, mieux on se sent, parce que quand on se comprend, quand on sait comment on fonctionne, ça donne une sorte de pouvoir et ça permet de mieux traverser les choses. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est se muscler. Oui, c'est chiant, j'ai l'impression d'être une coach sportive là quand je vous parle, voilà. Mais c'est tellement game changer aussi pour moi que je peux pas garder ça pour moi. De mes 15 ans à mes 32 ans, j'ai pas fait de sport. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. Ça m'a dégoûtée. Enfin, j'ai eu une période où vraiment j'ai rejeté le sport complètement. Je voulais plus en entendre parler. Et je me suis remise à faire du sport à 32 ans. Pour être en forme, vraiment, voilà, j'avais pas de motivation autre que me sentir bien, me muscler, être bien dans mon corps. Et donc je me suis mise à courir quand ma deuxième avait 2 ans et donc mon aîné avait 6 ans à l'époque et je me suis jamais arrêtée. J'ai vu des effets sur mon corps, sur ma santé, sur mon moral. Enfin voilà, c'est devenu indispensable à mon équilibre. Sauf que entre mes 2 séances de course à pied par semaine, je faisais rien, j'étais hyper sédentaire en plus. À l'époque, je travaillais en banque, donc j'étais derrière un ordinateur, un bureau toute la journée. Après, j'ai été en congé parental et puis après, j'ai ouvert mon entreprise de coaching. Donc j'ai toujours été sédentaire entre mes 2 séances et petit à petit, j'ai compris que voilà, c'était important de faire du mouvement un peu tous les jours. Donc j'ai commencé à marcher, voilà, j'ai commencé à être un peu plus active entre mes 2 séances et c'est que récemment que je me suis mise à faire du sport au quotidien. Et moi, j'ai trouvé le yoga. Donc ça fait un petit peu moins d'1 an et demi. Et c'est pareil, mais ça m'a changé la vie. Et je l'ai fait sans avoir encore les infos de... Là, on l'entend beaucoup, peut-être que vous l'avez entendu, que il faut se muscler pour bien vieillir, il faut développer sa masse musculaire, etc. Je sais pas trop quoi penser de ça. J'ai l'impression que c'est too much. Ouais, je sais pas. Je pense que voilà, c'est compliqué de caser beaucoup de muscu dans son quotidien. Voilà, aujourd'hui, je suis encore dubitative. En revanche, le yoga, sous toutes ses formes, qui permet donc de se sentir mobile, de développer sa souplesse, de développer sa force. Je ne peux plus m'en passer au quotidien. Et c'est ça que je veux vous dire. Alors le yoga ou autre chose, mais ce qui, selon moi, est hyper important à intégrer à partir de la quarantaine, et si vous le faites d'avant, c'est encore mieux, c'est le mouvement au quotidien. C'est se dire que chaque jour qui passe, on devrait sortir de la sédentarité et on n'est pas obligé pour ça de faire les 10 000 pas qu'on entend partout sur les réseaux. En fait, il faut se fixer des tout petits objectifs, je pense, pour pouvoir tenir sur la durée et voir les bénéfices sur le moral et sur le corps, sur la santé au sens large. Ça peut être 5 minutes. Quand j'ai commencé à faire du yoga tous les jours, au début, je faisais 5 minutes. Après, j'ai augmenté à 10 minutes et c'est comme ça que j'ai réussi à l'intégrer au quotidien. Et c'est pareil, ça, je le dis dans un des épisodes aussi, mais je pense pas que j'aurais pu le faire quand mes enfants étaient plus petits. La quarantaine, c'est aussi ça, c'est nos enfants qui grandissent et donc un peu plus d'espace pour nous, un peu plus de temps pour prendre soin de nous. Prenez soin de vous quand les enfants sont très petits, qu'on entend partout, il faut prendre soin de vous, etc. Pour moi, c'est bullshit, vraiment. Je vois pas comment, quand on a des enfants en bas âge qui ne dorment pas la nuit, qu'on est éclaté et que on nous dit, il faudrait que vous fassiez ça, mais faites un peu de sport. Honnêtement, je pense que chaque chose en son temps. Il y a des phases de vie où on est un peu en mode survie dans le sens positif du terme, c'est-à-dire on va faire un peu l'essentiel et quand on peut, on va se reposer et on va pas se rajouter des choses qui nous prennent de l'énergie, des choses qui nous fatiguent. Et après, petit à petit, nos enfants vont grandir et on aura plus de place pour prendre soin de nous, pour se remettre au centre. Après, si on arrive à le faire, tant mieux. Mais je pense que les personnes qui arrivent à prendre super bien soin de leurs enfants, mais aussi d'elles-mêmes, c'est des personnes qui ont beaucoup de ressources extérieures, qui sont aidées au quotidien, voilà, qui ont peut-être les grands-parents qui sont très disponibles ou qui ont des nounous qui prennent le relais régulièrement, qui ont des partenaires aussi très investis. Et
Je pense que c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, nous, ça n'a pas été notre cas. Quand nos enfants étaient petits, on était tous les deux avec nos enfants. Mon mari, en plus, à l'époque, avait son entreprise. Il a lancé son entreprise il y a 16 ans. Ah non, c'était il y a 15 ans puisque notre aîné avait 1 an. Donc autant vous dire que c'était c'était chargé, quoi. C'était une vie intense et on n'avait pas de relais. Quand tu le vis, c'est difficile, évidemment, c'est pas facile. Mais je me dis, il n'y avait pas la place pour certaines choses et c'est parce que c'était pas à ce moment-là qu'il fallait qu'elle soit intégrée dans notre vie. Chaque chose en son temps. Là, aujourd'hui, je prends énormément de temps pour moi. Je fais du yoga tous les matins. Je prends le temps d'aller courir 2 fois par semaine en colline. Bon, ça fait 10 ans que je le fais, mais avant, je me speedais. Avant, je me disais vite, 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 faut que je rentre parce que je veux pas laisser mon chéri trop longtemps, voilà. Je veux pas laisser les enfants trop longtemps. Donc, j'étais un peu dans le speed. C'était pas prendre soin de moi. C'était en mode survie. Là, je prends le temps. Je prends le temps de voir mes amis très régulièrement. Au moins 1 fois par semaine, on se voit avec une de mes amies ou un de mes groupes d'amis. Donc vous l'aurez compris, pour moi, chaque chose en son temps. Et surtout, j'ai envie de dire, foutez la paix aux mamans, aux femmes. Et foutez-vous la paix à vous aussi. Arrêtez de vouloir cocher toutes les cases. Vivez ce que vous êtes en train de vivre. Je sais que c'est facile à dire. On a vécu des périodes très intenses et j'aurais aimé avoir la maturité que j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire ça et je me rends bien compte à quel point on a besoin d'expérimenter, on a besoin de traverser les événements, de traverser les choses pour les comprendre, les digérer et pouvoir évoluer, et c'est normal. Donc, si vous êtes en train de galérer parce que vous êtes encore avec vos enfants en bas âge, je vous fais un gros câlin. Pour conclure cet épisode un peu différent, puisque pour une fois, il n'était pas axé sur la parentalité, les 3 points que j'ai abordés sont manger des protéines, vraiment, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas des grandes fans de protéines et que c'est pas quelque chose dont vous vous souciez jusqu'à présent, souciez-en vous et vous viendrez me dire si ça change quelque chose pour vous. Le deuxième point, c'est tenez-vous informés au sujet de la périménopause, la ménopause dès maintenant, dès le début de la quarantaine, peut-être même la fin de la trentaine. Apprendre à comment on fonctionne, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Et le troisième point, mettez du mouvement dans votre vie un peu tous les jours. Si c'est pas le cas, commencez maintenant et vous verrez à quel point ça fait du bien au corps et à l'esprit. Voilà, j'espère que ce 20e épisode vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 20e épisode.